Bonsoir à tous, bienvenue. Merci pour votre présence ce soir pour ce nouveau rendez-vous du Doctolab qui est consacré aux chirurgiens dentistes et aux assistantes dentaires. On va s'attarder ce soir sur le thème « L'organisation du cabinet, outils et astuces pour gagner en efficacité sur les temps administratifs et se concentrer et se recentrer sur vos patients ». Nous sommes ravis de vous recevoir ce soir dans cet amphithéâtre de l'ADF et de vous retrouver sur le congrès. Tout ça nous avait manqué et vous nous aviez manqué. Donc on est ravis d'être là ce soir en face de vous. Tout au long de notre échange, vous pourrez nous poser vos questions, nous faire part de vos remarques, de vos retours d'expérience. Donc il y aura vraiment des temps dédiés à ça pendant l'échange, donc n'hésitez pas, profitez-en. Je me présente, je suis Agathe, responsable événementiel chez Doctolib et je suis ravie d'être accompagnée ce soir du docteur Edmond Binas, fondateur de la Binas Global Dental School et chirurgien dentiste. Bonsoir. De Lindsay Bruno, assistante dentaire et pionnière Doctolib. Bonsoir tout le monde. Du docteur Christian Oyuru, chirurgien dentiste et pionnier Doctolib. Bonsoir. Et de Charles Brucker, expert dentiste chez Doctolib. Bonsoir. Merci à tous d'être avec nous ce soir, encore une fois. Posons-nous maintenant sur le thème de notre soirée qui va donc s'orienter sur l'organisation du cabinet et sur le partage d'expériences pour gagner en efficacité sur les temps administratifs et se recentrer sur les patients. Pour répondre à cette question, donc on va échanger dans une première partie sur les temps improductifs qu'on peut limiter au maximum pour se concentrer du coup naturellement sur le service aux patients. Et entre chaque partie, comme je vous le disais, on prendra vos questions. Si on parle aujourd'hui du coup de temps improductif dans un cabinet, on pourrait sans doute le définir chacun à notre manière. Est-ce du temps administratif ou d'organisation? Comment le reconnaître et du coup l'améliorer? Edmond Binas, vous souhaitez distinguer les moments improductifs perdus et les temps improductifs investis. Vous m'expliquez, quand on a préparé cet échange, qu'il y a selon vous deux niveaux d'organisation à avoir pour justement réduire ces moments perdus. L'organisation générale, donc une description des postes de chacun qui doit être claire, des tâches définies, un organigramme, un qui fait quoi, etc. Et une organisation personnelle. Par exemple, comment hiérarchiser les priorités sur une journée. Il faut en fait avoir autant de travail, de connaissance de soi que d'organisation générale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Avec grand plaisir. Mais bonjour à tous. Juste pour vous dire que moi aussi, je suis ravi de vous voir en présentiel. C'est vrai que je trouve que ça nous manquait à tous. Et c'est avec un énorme plaisir que je suis là et que je participe à cette réunion. Alors, le temps improductif, souvent, il y a une confusion. C'est qu'on confond productivité et productivisme. Et en fait, la productivité, c'est de l'efficacité avec de la sérénité. Alors que le productivisme, c'est courir tout le temps, toujours plus. Et dans les temps improductifs, pendant des années, les consultants en organisation ont préconisé, c'était logique d'ailleurs, de dire, bon, surtout les consultants qui n'étaient pas dentistes, ils vous disent, ta valeur ajoutée, elle est au fauteuil, en tant que praticien, et dès que tu te lèves du fauteuil, eh ben, tu ne produis plus, donc tu ne réalises pas plus d'actes, donc tu ne produis plus, donc quelque part le cabinet perd de l'argent. Moyennant quoi, ils ont recommandé pendant des années de traquer impérativement tous les temps improductifs. Si bien que, et on le voit encore malheureusement aujourd'hui, j'ai vu certains praticiens qui, chaque fois qu'ils allaient se soulager 2 minutes aux toilettes pour une envie pressante, ils avaient l'impression de perdre 15 €. Je veux dire par là qu'ils étaient tellement obsédés par la productivité, par le réaliser des soins en bouche, que c'était devenu une obsession, la moindre seconde perdue. En réalité, nous, on s'est rendu compte que cette approche-là, elle ne pouvait aboutir qu'à plus de stress et une contre-productivité, en fait. Parce qu'à un certain moment, quand on est tout le temps dans l'obsession de la productivité, en fait, le taux d'erreur devient plus élevé
Et ça coûte encore plus cher que de faire juste du premier coup. Donc ça, c'est le premier point. Alors, deuxième point, il y a des temps non productifs pour le praticien qui sont impératifs. Par exemple, je ne sais pas, ne serait-ce que parler avec son patient pour établir une relation de confiance, que réaliser des études de cas, que avoir des moments d'échange avec son assistante, de se former, etc., etc., etc. Et tout ça doit être pris en compte. Il y a des rapports aussi avec les collaborateurs extérieurs, comme l'expert comptable, le banquier, le prothésiste, etc., etc. Donc l'idée, en fait, qui est importante, c'est d'évaluer approximativement la durée totale de ce temps improductif investi. Et à côté de ça, de traquer sans répit tous les temps improductifs bêtement perdus. Comme par exemple un patient qui ne vient pas, qui rate son rendez-vous, comme par exemple, je vais reparler de ça, mais une communication qui est trop longue avec le patient. Ça, c'est un point qui me tient à cœur. Dans le schéma que nous avons, la relation avec le patient est centrale dans les cabinets de demain. C'est-à-dire que face au développement des technologies, la technologie va réduire les différences de qualité en clinique. La différence dans les cabinets du futur se fera par une bonne relation entre le patient, l'assistante, le praticien, le patient, etc., etc. Mais, et c'est là qu'il y a une confusion qui peut être délétère, c'est que certaines assistantes ou certains praticiens confondent communication et psychothérapie. Et je veux dire par là que c'est passer du temps pour établir de la confiance avec son patient en vue d'une meilleure prise en charge dentaire du patient, c'est important. Maintenant, passer son temps à découvrir les micro-détails de la vie du patient, parfois ça n'a rien à voir avec la nécessité du traitement dentaire. Notre métier, c'est chirurgien dentiste ou assistante. Ça n'est pas psychothérapeute. Donc je ne sais pas si je suis très clair par rapport à ça. Donc ça, c'est temps improductif investi, temps improductif bêtement perdu. Qu'est-ce qu'on a comme temps improductif bêtement perdu? J'allais dire... du temps improductif bêtement perdu, c'est surévaluer la durée d'un traitement, par exemple, sur le planning. C'est prévoir 1 heure, là où le traitement dure 45 minutes. Là aussi, on se retrouve avec... C'est vrai que ça rassure, mais on se retrouve avec 15 minutes supplémentaires qui, au bout du compte, ne sont pas forcément utilisées par les praticiens. Donc ça aussi... Donc l'idée, c'est de trouver le juste milieu entre ces deux aspects. Sur le plan administratif, nous, on a une position avec laquelle on peut tout à fait ne pas être d'accord, c'est que tout ce qui relève de l'administratif doit être délégué. Parce que ce n'est pas, à nos yeux, la valeur ajoutée du praticien de gérer tous les aspects administratifs, y compris d'ailleurs toute la partie financière. Je veux dire par là que ce soit l'élaboration d'une entente financière initiale, du suivi des paiements et de l'encaissement en troisième étape. Ça, pour nous, ça, dans la vision que nous avons d'organisation, doit être délégué. Voilà. Donc, je sais pas. Après, pour optimiser les temps administratifs, aujourd'hui, il y a un autre aspect dont il faut absolument qu'on prenne en compte et qui, à mes yeux, va se développer de façon importante dans le futur. On l'a vu un peu avec le Covid. C'est d'automatiser un certain nombre de tâches, voire de les réaliser à distance. Vous avez vu tous pour l'historique médico-dentaire que pendant le Covid, on nous a demandé de le réaliser à distance. Où il peut être fait tranquillement, même si ce n'est pas en direct avec le cabinet, sur Internet, et le patient l'envoie par mail ou par tout autre moyen, Doctolib, etc. etc. Donc l'automatisation de certaines tâches va
nous permettre également d'optimiser le temps fauteuil. Enfin, il y a les aspects administratifs, mais il y a les aspects aussi que je dirais de paraclinique, comme tout ce qui relève de la stérilisation, évidemment, dont évidemment on va recommander un maximum de l'automatiser. Voilà. Super, c'était très clair. Ouais, j'espère que c'est clair. Merci beaucoup. Christian, je me tourne vers toi. Tu es chirurgien dentiste dans la région de Strasbourg. Et du coup, différent. Donc, tu exerces seul. Exactement. Tu n'as ni secrétaire ni assistante dentaire. Et donc, c'est intéressant aussi d'avoir... Ou alors, disons que si elles sont présentes, elles sont toutes là. Voilà. Et du coup, quand je t'ai demandé si tu avais des astuces pour réduire justement les temps administratifs notamment, tu m'as répondu que tu aurais du mal à donner des idées car tu fais le strict minimum parce que justement tu as toutes ces casquettes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors oui, en effet. Donc du coup, en fait, je suis vraiment au strict nécessaire. C'est-à-dire qu'au quotidien, quand je suis en présence d'un patient, par exemple, en général, je vais faire une ordonnance, mais qui va être du coup sur un programme de gestion. Je vais faire, par exemple, un devis. Mais vu que je vois déjà le patient pour la consultation, pour lui expliquer et pour mettre en place du coup ce devis, en général, ça se fait naturellement à la fin de la séance. En l'espace de 2 à 5 minutes, le devis est fait. Pour tout ce qui est, par exemple, questionnaire médical, je m'en tiens vraiment au strict nécessaire, donc ça ne m'intéresse pas. Par exemple, si l'arrière-grand-mère est décédée mordue par un chien. Donc ça n'en tient pas moi. Donc du coup, ce qui m'intéresse, ça va être surtout de savoir si la personne, par exemple en cas d'extraction, va nécessiter une prise en charge particulière ou si elle est traitée normalement. Et ceci, en général, je vais le faire à l'oral et je vais noter en général la réponse de la personne, soit dans le dossier médical, soit directement sur Doctolib pour avoir l'idée pour le prochain rendez-vous. Très bien, voilà, c'est très clair. Merci beaucoup. L'INSEE, je me retourne vers toi maintenant. Donc toi, tu es assistante dentaire dans un cabinet dentaire à Bordeaux et tu es notamment à l'origine de toute l'organisation administrative du cabinet. Ton objectif quotidien, gagner du temps pour le consacrer aux patients. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette organisation et comment tout ça s'est mis en place ? Oui, exactement. Donc, je vais rebondir sur ce que disait Edmond. J'automatise tout au cabinet. Dans le cabinet où je travaille, tout est protocolé. Nous communiquons essentiellement par mail ou par partage de documents sur Doctolib. J'envoie les radios panoramiques, les ordonnances, leurs devis, la liste des correspondants également. Après, concernant tout ce qui est comptabilité, dès que la facture arrive, elle est scannée et enregistrée dans un dossier facture à régler, puis envoyée directement au comptable. Nous sommes dans une démarche totalement de dématérialisation au cabinet, donc pas de papier. Ça nous permet de gagner du temps et aussi de la place. Surtout dans un cabinet de ville, ça peut être intéressant. Après, concernant la stérilisation, il y a 2 ans, je me suis penchée dessus car je mettais 1h15 à faire une stérilisation. Parce que je trouvais ça très long. Mais c'est obligatoire. Voilà. Donc maintenant, je mets que 25 minutes car en fait, j'ai créé des patrons pour chaque instrument parce que chaque instrument nécessite une largeur et une longueur de gaine différentes. Et grâce à ces patrons, une fois par mois, je prends 2 heures pour découper tous mes modèles pour avoir assez jusqu'au mois suivant. Voilà. Tout le temps gagné me permet d'être plus souvent au fauteuil avec le praticien et le patient. Et tu me disais aussi que à la sortie du patient, justement, à la fin de son rendez-vous, du coup, tu prends le rendez-vous directement, oui, suivant pour gagner justement aussi ce temps-là. Exactement. Même si Doctolib permet au patient de prendre rendez-vous tard le soir, devant son agenda, devant sa télé, moi, ce que je propose, c'est dès que le patient il sort du fauteuil, qu'il revient à l'accueil, je lui dis est-ce que vous voulez qu'on prenne le prochain rendez-vous ? Comme ça, c'est quelque chose que moi, j'ai fait, que je n'ai plus besoin de revérifier après. Et le patient, il n'a plus à s'en occuper. Génial. Merci. Charles, Oui, je suis là.
Donc toi, tu es expert dentaire chez Doctolib. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire comment Doctolib peut justement aider ses clients à réduire ces temps improductifs dont on a discuté après, voilà, ce que nous ont expliqué nos 3 autres intervenants. Nous, dans tous les cabinets avec lesquels on échange, effectivement, le temps, on l'a compris, c'est devenu une denrée qui est rare. Et c'est dommage, quand on sait à quel point il est important, de se dire déjà qu'il existe des temps improductifs. Et donc nous, concrètement, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de le minimiser au maximum pour que ce soit l'assistante dentaire dans le cabinet ou le praticien directement, que ce temps-là, il soit redonné pour se reconcentrer, et on va le voir par la suite, soit pour se reconcentrer sur le patient, soit pour se reconcentrer sur d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc en fait, nous aujourd'hui chez Doctolib, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire 3 choses. La première chose, c'est de faire gagner du temps. La deuxième chose, c'est de vous aider à optimiser votre organisation et votre agenda. Et la troisième chose, c'est de fournir un super service aux patients. Et donc concrètement, où est-ce qu'on agit sur le temps improductif? C'est énormément dans la prise de rendez-vous. Dans les cabinets dentaires, selon les retours qu'on a et les témoignages qu'on a des praticiens qui sont d'ailleurs sur Doctolib directement publiés, les praticiens nous retournent qu'on arrive à baisser dans leur cabinet 50% des appels. Et donc, faire baisser 50% d'appels en moins dans le cabinet, c'est faire gagner du temps à l'assistante directement pour pouvoir passer du temps à faire sa stérilisation, s'occuper du patient une fois qu'il est au cabinet, pouvoir passer du temps au fauteuil avec le praticien. Et donc, ce sont des moments qu'on fait gagner à l'assistante qui sont bien plus importants. Quelle que soit l'organisation, parce que finalement, on parle des cabinets où il y a des assistantes, mais dans les cabinets effectivement où il n'y a pas d'assistante, ce temps-là, il est redonné directement aux praticiens. Et donc, c'est là-dessus, nous, qu'on s'attarde essentiellement. Donc, le gain de temps, il passe en grande partie sur la baisse des appels au cabinet, sur la baisse des appels qui sont assez longs, et je pense que vous en avez tous eu de patients qui sont devant leur agenda, qui passent une demi-heure à trouver le bon créneau qui leur va, parce que finalement, à 16 heures, ils doivent aller promener leur chien, justement, pour reprendre l'exemple. Et donc c'est ce temps-là qu'on essaie de faire gagner dans les cabinets dentaires au maximum. Super. Merci Charles. C'est à vous dans la salle. Est-ce que vous avez des questions justement sur cette première partie? Alors la question, je répète, c'est comment est-ce qu'on fait gagner du temps concrètement? Concrètement, quand un cabinet dentaire en moyenne par praticien, on a un peu calculé, il a entre 600 et 800 appels en fonction de l'activité par mois. Nous, si on se dit qu'en moyenne, on arrive à baisser les appels de 50%, dans un cabinet dentaire, donc on les baisse en moyenne entre 300 et 400 appels en moins dans le cabinet. Le patient peut directement prendre un rendez-vous lui-même. Non seulement c'est uniquement pour les rendez-vous de consultation, il ne peut pas déterminer lui-même sur Doctolib qui vient pour une chirurgie et que ça va durer 2h30. C'est uniquement pour les rendez-vous de consultation, uniquement dans les créneaux qui ont été définis par le praticien. Donc le praticien, c'est le jeudi après-midi, il a plutôt l'habitude de faire de la chirurgie et autres. Les patients ne pourront pas prendre rendez-vous sur ces créneaux. Et également, c'est uniquement pour les patients, du moins pour la patientèle qui est souhaitée par le cabinet. Donc je vous donne un exemple, si je ne reçois pas de nouveaux patients le vendredi matin, il n'y aura pas de nouveaux patients sur cette plage-là, ou si le vendredi matin je souhaite recevoir des patients uniquement pour de l'implantologie, c'est uniquement les patients qui viennent pour des consultations d'implantologie qui auront accès à ces créneaux-là. Donc c'est le praticien qui décide où est-ce qu'il veut que le patient prenne rendez-vous et pour quel type de consultation. C'est très important ça, que dans l'agenda soit déterminé quel type de patient a accès à quel motif, et donc il peut décider que ce soit des nouveaux, soit des anciens. Aujourd'hui, malheureusement, on a de plus en plus de cabinets qui ont plus la capacité de recevoir des nouveaux patients et donc qui le limitent par des quotas. Et donc ça, c'est les praticiens qui peuvent décider de ça. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques, réflexions? Pour les patients plus âgés, ce que je fais, c'est que j'envoie les ordonnances, par exemple, directement à la pharmacie de leur choix. Et si besoin, j'imprime les documents nécessaires, par exemple les radios ou les devis, voilà, parce que je n'ai pas le droit de les envoyer directement à leur mutuelle. D'autres questions?
Qui veut répondre? Oui, je vais répondre. De toute façon, la téléconsultation, vous pouvez très bien la faire, hein, parce que techniquement parlant, c'est possible. Après, le seul problème qui se pose, c'est comment la facturer. En l'occurrence, il n'y a pas de convention, donc il n'y a pas 50 solutions. Hein. Il y en a deux. Soit vous vous dites, c'est un investissement et je ne la fais pas payer au patient pour une première consulte, et en revanche, il paiera quand il viendra. Soit vous déterminez un prix que vous déterminez toute seule et qui est, dans ce cadre-là, du NPC. C'est des prix en charge. C'est hors nomenclature. C'est tout. Perso, nous, ce qu'on recommande, c'est dans la logique, on va dire, comment dirais-je, service, c'est soit, si c'est des patients que vous connaissez, de le faire gratuitement, soit si c'est des nouveaux, de la facturer, mais pas très cher. Le prix d'une consultation traditionnelle, ne serait-ce que pourquoi on recommande la facturer à des nouveaux inconnus, c'est pour pas se retrouver encombré de patients qui viennent là parce que c'est gratuit, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci. Et je crois qu'effectivement, du coup, la question portait surtout sur quel est l'avis des différentes instances. J'ai cru comprendre qu'il y a pas mal d'instances qui avaient mis le sujet sur la table pour les chirurgiens dentistes. Il a notamment été mis sur la table pendant le Covid, énormément, parce que les chirurgiens dentistes, ils étaient dans la même situation que les autres praticiens, et c'était quand même une spécialité où on leur avait pas permis de faire de la téléconsultation. Du moins, on leur avait permis, mais comme on est en train de se dire, pas remboursé, donc peu d'usage possible. Donc je crois que c'est sur la table dans les instances. Il y a différentes instances qui se renvoient la balle, mais ils sont en train de définir un petit peu comment est-ce qu'on pourrait le mettre en place. Est-ce que l'assistante, potentiellement dans le cabinet, est-ce qu'elle aurait le droit d'en faire pour des préqualifications de consultation? Mais je ne crois pas que ce soit un strict non au niveau des instances aujourd'hui. Après reste, et ça vous le savez mieux que moi je pense, le temps qui est toujours l'équation pour prendre ce genre de décision. Alors, en tout état de cause, c'est quand même... on recommande de faire en pré-consultation. Ça ne peut pas être une vraie consultation. En revanche, c'est un petit peu comme l'historique médico-dentaire. C'est-à-dire qu'il y a plein d'aspects non techniques, non cliniques, qui peuvent être faits à distance. Ne serait-ce que l'entretien préclinique, la discussion sur l'anamnèse, etc. Et contrairement à ce qu'on croit, parce que moi, nous travaillons avec quelques cabinets qui l'ont mis en place de façon régulière, les gens nous disent, en fait, on est beaucoup plus focalisé sur le patient en téléconsultation, parce que sur l'écran, on ne peut pas tourner la tête, regarder ailleurs. Vous voyez, vous êtes vraiment dedans. Et il y a un deuxième aspect, c'est ça peut être utile en post-consultation. Par exemple, pour vérifier comment dirais-je, un alvéole après une extraction, ou bien juste pour savoir comment le patient a réagi après une intervention, etc., quoi. Ça peut même être délégué à... rien ne peut vous empêche, si c'est uniquement du relationnel, de le déléguer à l'assistante. Si c'est uniquement du relationnel, hein, on est bien clair. Hein. En fait, concrètement, nous, qu'est-ce qu'on fait? On a développé un agenda pour les praticiens. Donc, comment on matérialise Doctolib? Doctolib, c'est simplement un agenda. Donc, on a un agenda qui permet aujourd'hui pas mal de choses sur la prise de rendez-vous, les rappels aux patients, la prise de rendez-vous en ligne, l'envoi de documents, comme on se le disait juste avant, aux patients de manière anonymisée et cryptée, la possibilité pour les assistants de pouvoir faire des actions directement dans l'agenda pour prévenir mes patients que je dois le déplacer ou que finalement je ne suis pas disponible cet après-midi et que est-ce qu'il peut venir demain matin. Enfin, pas mal d'actions de ce type-là qui permettent de faire gagner du temps dans les cabinets dentaires. C'est un agenda qui est en ligne, effectivement, qui peut être connecté à votre logiciel, en fonction du logiciel que vous avez, par un connecteur, ce qui permet de ne pas changer les habitudes que vous avez au cabinet, et donc de rester avec le même mode de fonctionnement que vous avez concrètement aujourd'hui, la même organisation, simplement avec un nouvel agenda. En fait, c'est un agenda où le patient peut prendre rendez-vous par Internet. Et à la limite, si vous êtes encore de passage sur le congrès dans les prochains jours, n'hésitez pas à passer sur notre stand, comme ça on vous fait une démo en direct.
et vous verrez plus concrètement à quoi ça ressemble. Une autre question pour mon cher confrère. Tout simplement, en fait, j'essaye un maximum de m'organiser. C'est-à-dire que pour vous donner une journée type, en fait, je vais commencer à 8h30. Je vais m'arrêter en fin de matinée vers 11h30. Je reprends à 14h30 pour finir vers 17h15, programme officiel. J'ai l'impression d'être un petit peu la bête rare ici. Mais oui, je fais tout. C'est-à-dire que le matin... Merci. Le matin, grosso modo, je vais accueillir le patient. Donc 8h30, en général, le patient m'attend déjà à la porte. Je lui demande une 2 minutes d'attente, le temps de me changer et de me mettre en place. À partir de là, je fais mon accueil. Je vais essayer de gagner un petit peu de temps parce que le passage de ma salle d'attente à ma salle de soins, en général, les patients ne se débarrassent pas ou se débarrassent en général en salle de soins. Donc, je demande tout de suite la carte vitale pour éviter de perdre du temps, par exemple, quand le patient va se débarrasser. Je l'installe directement au fauteuil et autour du fauteuil, en fait, à 360 degrés, j'ai l'ensemble de mes outils. C'est-à-dire que je me tourne vraiment de quelques centimètres pour atteindre à peu près tout et n'importe quoi. Une fois que j'ai fait cela, je vais aller travailler en bouche. Si j'ai le téléphone qui a le malheur de sonner, en général, je vais m'excuser. Je pose mes affaires, j'enlève mes gants, je réponds. Dans on va dire au strict minimum, dans le sens où j'évite tout ce qui est peut-être informations qui vont permettre d'identifier le patient ou la pathologie. Donc tout simplement, ça va être des choses simples. Je vais donner des horaires de rendez-vous, je vais donner des choses comme ça, et ça va s'arrêter là. À partir de là, je reprends mes gants, ou d'autres gants plutôt, et je vais retravailler tranquillement en bouche. Voilà. En général, ça n'arrive pas très souvent. Donc ça, c'est mon avantage, parce que la plupart des personnes vont me prendre rendez-vous sur Doctolib. En général, ça va être surtout les personnes un petit peu plus âgées qui vont spécifiquement téléphoner. Ou alors, si par exemple, je sais que je dois recevoir un coup de fil ou quelque chose, je vais donner des plages horaires où je peux répondre sans être en train de travailler. Au-delà, j'ai terminé avec le patient. En général, j'encaisse tout de suite dans la séance. Et grosso modo, le travail est fait. À partir de là, il me reste environ 15 minutes imposées par le protocole Covid, qui est d'aérer le cabinet, de renettoyer, etc. Là-dessus, en général, je vais consacrer, je vous dirais, 5 minutes, où je vais nettoyer tout le fauteuil en désinfectant, etc. Je laisse ma fenêtre ouverte pendant environ 15 minutes pour que ça puisse s'aérer. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai largement encore le temps d'aller, par exemple, déposer mon bac en ST, où il va être tout de suite posé sur un bac multifonction qui, lui, va déjà faire, grosso modo, toute la partie du nettoyage. Si je vois que, par exemple, il va rester quelque chose sur les instruments ou quoi que ce soit, je le fais manuellement à un moment ou à un autre, typiquement entre midi et 2, par exemple. Quand j'ai fini avec tout ça, je retourne travailler sur le patient suivant et j'enchaîne comme ça toute la journée. Rien de très très compliqué, ou en tout cas pour moi. Les dames du fond avaient une question. En général, mes jours. Alors, pour la première question où se finissent les journées, en général, ça va être autour des 18h. Parce que je me laisse toujours une petite plage horaire, typiquement pour les urgences, pour les petites choses comme ça. Voilà. Et du coup, j'ai fait ce choix parce que, avant d'avoir mon propre cabinet, en fait, j'ai eu la possibilité de travailler dans un centre dentaire. Alors, je sais que tout le monde va crier au scandale. Mais grosso modo, dans ce centre dentaire, je l'ai pris en tant qu'apprentissage. C'est-à-dire que je sortais fraîchement diplômé de la fac et il fallait un premier travail. Donc à partir de là, en fait, j'ai commencé à travailler, j'ai appris dans ce centre dentaire et très rapidement, je me suis retrouvé à devoir gérer tout seul 25 patients par jour. Du coup, avec installation, désinstallation du fauteuil, les seules choses qui étaient faites par des assistantes, c'était typiquement les encaissements et les devis. Et encore, les devis étaient préparés par moi-même au préalable.
Du coup, en fait, simplement, j'ai trouvé dans ce centre-là les différents outils, les différentes manières de travailler pour pouvoir consacrer un maximum de temps, parce que dans les 30 minutes que j'avais environ 5 à 10 minutes, on va dire, de temps consacré à la partie sociale du patient. Donc explication, mise en confiance et toute cette partie-là. Du coup, en ayant 25 patients par jour, à force, on arrive à avoir le rythme, tout simplement. C'est soit on cède avant, soit on tient le rythme. Donc à partir de là, je me suis installé à mon cabinet en me disant, au fauteuil, je me débrouille. Du coup, les autres choses à côté, je peux leur consacrer un petit peu plus de temps si nécessaire. Et j'ai surtout réduit la patientèle à environ 12 patients par jour pour que ce soit gérable. Merci beaucoup. Du coup, voilà, c'est intéressant d'avoir un petit peu la vision de plusieurs, dans plusieurs cas. Non, ce qui est important en fait dans l'histoire, c'est que chacun gère son cabinet comme il a envie, quoi. Exactement. Voilà, c'est tout. Et si voilà, tout le monde s'y retrouve aussi dans son organisation, puisque c'était ça le sujet. Du coup, je vous propose de passer sur la deuxième partie et de continuer à prendre vos questions ensuite. Du coup, donc, on a ciblé les temps improductifs, ce qu'ils représentent et du coup comment les limiter au maximum quand il le faut. Je vous propose qu'on s'intéresse maintenant à la conséquence donc, principale et essentielle de tout ça, qui est de se recentrer sur le service aux patients. On en a déjà un petit peu discuté. Charles, comment tu traduirais ça? Donc, on a déjà parlé déjà un petit peu de l'agenda, effectivement, mais peut-être que tu as d'autres astuces, peut-être sur les plans de traitement ou autres Non, concrètement, on se l'est dit, effectivement, nous, notre objectif, c'est de réduire toute la partie appel dans les cabinets et également de fournir des outils qui sont un peu adaptés à la pratique des praticiens dans les cabinets. Aujourd'hui, on s'en rend compte, hein, bien sûr, et ça vous le savez mieux que moi, effectivement, le parcours de soins du patient en dentaire, il est un peu plus complexe que dans d'autres spécialités. Donc, le rôle des cabinets dentaires est bien plus important dans l'explication des soins, l'explication des plans de traitement. Il y a du temps avec le patient qui est beaucoup plus important, et comme le disait Edmond, il va devenir de plus en plus important avec le temps, et c'est là-dessus que se base la confiance entre le praticien, du moins le cabinet, et le patient. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est tout simplement de rendre ce temps-là aux assistantes, aux praticiens, pour qu'ils puissent se recentrer sur le patient et construire cet aspect de confiance dont on parlait juste avant, de pouvoir communiquer sur les aspects qui semblent les plus importants. Donc, on se parlait de la vraie communication et pas de la psychothérapie. Et donc, pour pouvoir faire tout ça, on essaye simplement de faire gagner du temps dans les cabinets là où on peut. Et nous, notre créneau, là, ce sur quoi on se concentre le plus, c'est effectivement les appels, la gestion de l'outil et le paramétrage de mon outil, qui est aussi très important, et ça pourrait faire l'objet d'autres sujets qui sont très importants, je sais, à Edmond également, sur l'organisation des agendas. Et nous, tout simplement, on essaye de faciliter ça au maximum pour que les praticiens puissent gagner du temps aussi bien dans leur organisation que dans leur pratique sur l'agenda. Et du coup, ça permet aussi un petit peu à tout le monde de se concentrer aussi sur leur cœur de métier, en évitant un peu tous ces parasites, entre guillemets, tels que les appels à répétition, etc. Tout à fait, parce que le sujet était effectivement de se reconcentrer sur le patient, mais je pense qu'en échangeant avec pas mal de praticiens, l'important, avant tout, c'est souvent les praticiens et l'humain dans le cabinet, donc les praticiens, les assistantes et le personnel au cabinet. Et c'est vrai que travailler sereinement, ne pas être soumis à la pression des appels et la pression des patients sur la partie, du moins, appel, permet de pouvoir souffler un petit peu. Et c'est aussi notre objectif dans les cabinets dentaires, sur la sérénité, puisque du coup elle entraîne et permet de pouvoir passer un peu plus de temps avec le patient et surtout un peu plus sereinement. Merci Charles. L'INSEE, est-ce que, après tout ce que vient de raconter Charles, est-ce que tu t'y retrouves un petit peu? Est-ce que tout ça te parle un peu? Oui, en effet, le fait de recevoir moins d'appels au cabinet me libère du temps pour l'accueil physique du patient, connaître leurs freins et leur motivation à venir chez nous pour mieux les accompagner dans leurs soins.
Je vais rebondir sur ce que tu disais, Charles. Moi, avant d'avoir Doctolib, on était à 400 appels par jour. Actuellement, je suis à... par mois, pardon, excusez-moi. Et merci. Et là, on écoute. C'était pour voir si vous suivez. Donc, et maintenant, je suis à peine 120 appels. Donc, ça me permet de ne pas être interrompue dès que je suis au fauteuil avec mon praticien ou dès que je suis avec les gants en stade de stérilisation, de devoir répondre, courir, regarder l'agenda, trouver le dossier du patient, tout ça. Est-ce que du coup, ça veut dire que tu as dû éduquer tes patients ? C'est exact. Les patients appellent maintenant que pour les urgences ou pour prendre des rendez-vous sur des soins longs type chirurgie, implantologie. Voilà. Et du coup, ils sont aussi un peu plus autonomes ? Les patients sont plus autonomes, ils prennent rendez-vous directement sur le site. Ils partagent également leur retour de devis, ce qui me permet de les enregistrer en amont dans leur dossier, de les lire en amont, d'avoir eu connaissance de leur réponse de la mutuelle, de savoir combien vont sortir de leur poche, de leur faire une meilleure entente financière et de préparer ce que je dois leur dire. Et tu me parlais, si je ne dis pas de bêtises, d'une fiche post-op ? Oui, qui permet de ne pas être dérangé les soirs et week-ends. Exactement. En fait, suite à chaque soin, on explique aux patients au fauteuil une fiche correspondante. Par exemple, pour l'implantologie, on va lui expliquer les conseils post-op qui peuvent être le saignement, le gonflement. Et on a donc cette fiche qui est plastifiée au fauteuil, mais le patient va la recevoir par mail également. Comme ça, ça a un filet de secours, il n'est pas dépendant du praticien. J'ai peu d'appels le week-end, par exemple. Super, merci Lindsay. Du coup, c'est intéressant parce que ça rejoint complètement la phrase que tu m'avais donnée, Edmond, où tu m'avais dit « c'est un métier où il faut aimer les gens ». Et pour cela, il faut équilibrer son temps entre le relationnel et le professionnel. Oui. Et le post-fauteuil, du coup, fait partie de ce travail. Oui, disons que globalement, il y a quand même une difficulté là. C'est souvent, enfin, nous, ce qu'on constate dans les cabinets, c'est que souvent, c'est 1-0, c'est-à-dire 1 ou 0, c'est-à-dire soit je suis uniquement au fauteuil et je dis il faut que je produise et à la limite, je ne vais pas communiquer. Soit en disant non mais moi je suis au service de mes patients et je ne regarde pas le temps que je passe à parler avec eux. Toute la difficulté, moi je trouve dans le métier que nous exerçons comme praticien ou assistante, c'est de trouver la juste distance. Et c'est un art. C'est pas si simple que ça parce que ça dépend vraiment du patient, de chaque patient, et ça dépend des moments aussi. Si vous voulez, par exemple, si vous avez un patient qui insiste pour avoir un rendez-vous à une telle heure, il faut être capable de couper. Et là, il y a plusieurs façons de dire non. D'accord ? Mais en sens inverse, si par exemple, comme ça m'est arrivé, d'avoir un patient que vous soignez depuis longtemps, que j'appelle un P1, c'est-à-dire VIP, qui vient à l'heure, il paye, il est sympa, il adhère à tous les traitements que vous proposez. Voilà, bon, ça m'est arrivé un jour, un patient toujours très jovial et tout, et un beau jour, je vois, il tire la tête, et bon, je dis rien. Je le soigne et à la fin du traitement, je le soigne depuis plus de 10 ans. Je dis écoutez, on se connaît assez, je vais me permettre, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et il me dit au bord des larmes, mais écoutez, la semaine dernière, on a appris que ma femme avait un cancer du pancréas. Ben, je vais vous dire, prendre 5 minutes à ce moment-là, ben, c'est plus important que de respecter à la minute près le timing que j'avais prévu. C'est ça le métier de dentiste ou d'assistante. On est humain. Et donc, en revanche, la personne qui est atteinte qui a une bouche que j'appelle illimitée, qui a une parole illimitée, c'est-à-dire que vous savez, celui qui ne respire jamais là, il parle, celui-là, il faut savoir le couper. Et il n'y a qu'une façon de faire, hein, vous savez ça ? Il faut lui parler dessus. C'est pas poli. Non mais c'est vrai, si vous ne parlez pas dessus, vous êtes foutu. Et en même temps, communication non verbale, petit à petit, vous reculez vers la porte, vous ouvrez la porte. D'accord, d'accord. Ouais, non, mais c'est que. Il faut savoir, mais ça fait partie du métier. Vous voyez ce que je fais comprendre ? Vous voyez ce que je veux dire ? Certains cas, il faut savoir être là, et il y a d'autres cas, il faut savoir vraiment couper. C'est pas oui, non, quoi. Hein. C'est plus compliqué que ça. Parce que j'ai souvent des assistantes qui disent oui, mais moi, je veux établir une relation humaine, et elles en profitent pour passer un quart d'heure à papoter. Non, non.
Et comme ne jamais parler à son patient, c'est pas possible non plus, quoi. Voilà. Donc ça, c'était. Alors en revanche, moi je trouve que pour rebondir sur Doctolib, je trouve qu'il y a un service que les patients adorent, c'est le rappel de rendez-vous. Ça, c'est un vrai service. Je ne sais pas si vous-même vous êtes inscrit à un rendez-vous médical ou quoi, mais c'est vrai que hier j'avais rendez-vous chez un ORL, j'ai reçu un rappel une semaine avant. Et j'ai reçu un rappel 2 jours avant et le jour même. C'est extraordinaire. On ne peut pas l'oublier. Je suis convaincu que l'utilisation de Doctolib, c'est pas pour leur passer la pommade, hein, mais ça réduit le nombre d'appels manqués, de rendez-vous manqués. Voilà. Et ça fait partie de la qualité du service global offert aux patients. Super. Tu m'avais dit aussi, faut bien faire et quand c'est fait, faire encore plus. Ça, c'est la notion de service. Ça, c'est la notion de service. C'est pour moi, le service, c'est bien faire son boulot, le faire très bien, le faire très très bien. Et quand vous l'avez très très bien fait, un petit supplément d'âme qui va permettre de différencier le cabinet de tous les autres cabinets qu'il y a autour. Je vais vous dire très franchement, avec le développement des centres dentaires, comment nous, si tout le monde est libéral, je ne sais pas si c'est le cas, mais même dans un centre, comment on peut se différencier? Il n'y a pas 1 million de solutions. Il n'y aura pas 1 million de solutions. Dans le futur, la technologie avec les empreintes numériques, il n'y a plus de tirage, la différence de qualité d'un praticien à l'autre va diminuer, en fait. Donc comment on peut se différencier? C'est que par un niveau de service qui est inhabituel. Et ça ne peut passer que par une relation de confiance vraie. Vraie, ça veut dire connexion, contact. Pas je fais mon job parce que c'est mon job, c'est un travail alimentaire, quoi. Donc ça, c'est franchement, aimer les gens, quoi. C'est ma vision. C'est un état d'esprit déjà. Hein. Complètement. Ce que me disait aussi l'INSEE, tu m'avais dit les patients viennent aussi dans ton cabinet parce que c'est carré. Oui. Et ils savent où ils vont, quoi. Ils savent où ils vont. Ils savent très bien où ils vont. Ils sont contents de venir. Et maintenant, j'ai des patients qui me disent j'ai l'impression de venir boire un café chez une copine. Sans le côté psychothérapeute non plus, mais pour le café, ça c'est bien. Voilà. Et le fait qu'ils arrivent comme ça, ils se sentent détendus et le soin est beaucoup plus agréable pour eux et aussi pour nous. Non, juste pour rebondir sur l'histoire de la psychothérapie, parfois les patients se sentent à l'aise avec vous, ils se sentent en confiance, il y a une oreille qui écoute, d'accord, et ils s'épanchent. Et ils sortent de là, ils rentrent chez eux, ils regrettent de s'être épanchés. Et parfois, ils ne reviennent pas au cabinet, figurez-vous. Donc il faut trouver la juste distance à tout moment. Très bien, merci beaucoup. Christian, après avoir entendu du coup les premiers témoignages, qu'en penses-tu et comment toi tu mets en place concrètement du coup ces actions de service aux patients dans ton cabinet? Alors du coup, pour tout ce qui est service aux patients, moi j'ai remarqué un phénomène un petit peu étrange, je vous dirais, de mon point de vue à moi, de ce qui m'arrive. C'est que j'ai énormément de patients qui vont venir, qui vont me dire « j'ai peur, ça va pas ». Ils vont être anxieux, mais bien. Et ils repartent, quand ils repartent de chez moi, ils repartent tous avec le sourire. On croirait qu'ils redécouvrent le dentiste. Et à ce niveau-là, pourtant, je n'ai pas l'impression de faire des trucs incroyables non plus. En général, je vais expliquer. Tous mes gestes, toutes les choses sont expliquées. Chose en général, quand je vois que le patient commence à s'agiter un petit peu, vu que je suis à environ 20 cm du visage, je vois tout de suite les petits tics nerveux. Donc à partir de là, j'essaye de désamorcer un petit peu la situation et les gens repartent à ce niveau-là déjà un petit peu mieux. Ça va limiter les temps où ils vont être anxieux, ils vont être pas bien. J'ai fait un investissement au niveau du fauteuil aussi, j'ai un écran. Alors j'ai pris un écran pour pouvoir montrer, par exemple, dans le cas des couronnes, des différentes prothèses, de quoi on parle. Parce que j'ai souvent des personnes qui vont venir me dire « Non mais docteur, moi je veux des pivots ». Sauf que les pivots chez eux, ce sont des implants. Sauf que ce n'est pas toujours le cas. Et du coup, je réexplique et j'essaye, entre guillemets, de rendre la chose tout à fait compréhensible pour tout le monde. Donc une explication très très simple et compréhensible pour tout le monde pour qu'ils puissent avoir réellement le choix.
à ce niveau-là. Pareil pour les petits cas que j'ai où j'ai eu là récemment quelqu'un qui vient me demander un second avis. Dans ce genre de cas-là, j'ai également fait un petit investissement, j'ai pris une caméra orale. Comme ça, s'il y a un quelconque mécontentement de quoi que ce soit, je peux leur montrer directement et leur expliquer. Ça, c'est des choses aussi que j'essaye de faire et d'illustrer le plus possible mes propos parce qu'en général, quand on va parler d'un bridge dentaire, la plupart de mes patients vont me regarder comme ça. Avec des grands yeux, ils ne vont pas comprendre. Alors que si je leur montre par exemple une image, ils vont tout de suite comprendre et tout de suite saisir et vont être en mesure par exemple de me dire oui ou non. Donc il y a de ça. Après, niveau service... Tu me disais que tu groupais aussi les actes. C'est-à-dire que à ce niveau-là, en fait, c'est quelque chose que j'ai appris, on va dire, d'expérience personnelle, chez une personne chez qui j'avais fait une endo à l'époque et qui n'était jamais revenue, malgré le fait que je relançais chaque semaine, quand j'étais encore étudiant, donc je relançais chaque semaine cette personne pour revenir pour finir son endo. Chose qui, au final, ne s'est jamais faite. Et cette personne-là a fini, au final, par casser sa dent, parce qu'elle est restée à moitié dévitalisée par la force des choses, et est venue me dire à la fin, oui, non, mais je suis mécontent, ma dent, elle a cassé, ceci, cela. Ne voulait pas entendre absolument pas raison. Et je suis, de cet exemple-là, en fait, j'ai tiré la conclusion suivante, c'est d'essayer de finir tous mes actes sur une seule séance. C'est-à-dire que si par exemple une personne va venir pour faire des caries, la personne va ressortir du rendez-vous. En général, si j'ai 5 obturations à faire, je fais mes 5 obturations sur la séance. Donc ça, c'est des choses, j'essaye de faire un maximum de choses. Et pareil, je suis en bordure du coup de Strasbourg. Les gens qui viennent chez moi vont faire un petit peu de voiture. Donc du coup, par respect pour ces personnes-là, j'essaye de leur réduire un maximum le temps de trajet et le nombre de visites, pareil, en essayant de tout réunir sur la même séance. Voilà. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions dans la salle de retour d'expérience, avis? Oui. Alors, on a développé en interne des connecteurs directement avec les logiciels Julie, Logos, Visiodent, Visiodent Linsan. Oui. Est-ce qu'il y a un connecteur aussi qui existe avec ces autres sites internet? Tout à fait. Alors, effectivement, il y a beaucoup de praticiens qui ont déjà des sites internet. Et donc, on fait 2 choses. La première chose, c'est que sur leur profil Doctolib, on relie leur site internet pour que les patients qui les trouvent via Doctolib puissent aller aussi prendre de l'information sur le site internet. Mais aussi à l'inverse, si les patients arrivent via le site internet, on essaye de rediriger les patients vers le profil directement du praticien pour qu'il puisse prendre rendez-vous. Donc c'est pour ça que parfois vous voyez peut-être sur des sites internet de dentistes une petite bannière avec marqué prendre rendez-vous avec ce praticien. Et donc là, à ce moment-là, on installe ce qu'on appelle un plugin qui permet de renvoyer directement le patient vers les prochaines disponibilités du praticien pour qu'il puisse directement prendre rendez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je peux dire quelque chose, si vous voulez. Oui. Je suis convaincu que l'avenir, pour rebondir sur le thème d'aujourd'hui, va être ce que la Sécu essaie de mettre, mais qui est compliqué, le dossier patient accessible par Internet. C'est-à-dire un dossier dans lequel, je ne sais pas si Doctolib travaille dessus, mais dans lequel on trouverait tous les documents qui concernent le patient. Donc pourquoi pas demain ces radios, pourquoi pas ces devis, ces ententes financières, le montant du solde qui reste à régler, le rendez-vous à venir, des conseils post-opératoires personnalisés sur ce dossier. Et demain, je pense on y est pratiquement aujourd'hui, tout ce qui relève de la signature électronique.
C'est-à-dire que ça à distance. Ça se fait déjà dans beaucoup de domaines, mais je suis absolument convaincu que l'avenir pour gagner un temps énorme sur le plan administratif, ça va être le dossier patient digital accessible à distance. Nous, donc, vous le savez, je pense qu'il existe le DMP. Donc ça, c'est qui a été développé directement par le gouvernement Oui. avec beaucoup d'investissements. Malheureusement, le DMP, il y a peu d'usage côté patient. Donc effectivement, il y a une problématique à ce niveau-là, malgré les investissements qui ont été faits. Vous l'avez peut-être vu dans les pharmacies où on poussait les patients à créer des DMP. Donc nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a 60 millions de comptes patients entre la France, l'Allemagne et l'Italie maintenant. Donc les patients, ils ont l'habitude d'utiliser Doctolib et ils savent le faire, et ils savent que via cet espace-là, ils ont accès à tous les documents dont on parlait, à tous les traitements futurs qu'ils ont dans le cabinet dentaire. Et donc on investit énormément pour créer des outils aussi côté patient. C'est sûr et certain que l'avenir est là, et ça ferait gagner un temps fou aux assistantes. Et donc ça, effectivement, c'est permis également par les documents, comme disait l'INSEE, qu'elle peut partager avec les patients en amont du rendez-vous ou a posteriori du rendez-vous, qui permettent de faire gagner un petit peu de temps dans les cabinets. Et on essaye de le développer pour qu'il y ait plus de choses. On le sait, les dentistes nous demandent pas mal de fonctionnalités à ce niveau-là sur tout ce qu'on pourrait développer. Le questionnaire pré-consultation qui soit directement remplissable par le patient et mis directement dans mon logiciel. Donc on travaille là-dessus. Et promis, Edmond, dès qu'on aura quelque chose de plus abouti, rendez-vous dans 6 mois alors. Plus lié sur le logiciel, mais on a déjà quelque chose de bien. Merci. Déjà. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, alors il y a deux choses. Il y a l'échange de documents de praticien à praticien et l'échange de documents de patient à praticien. Alors en France, c'est pareil qu'en Belgique, je pense c'est illégal, dans le sens où si c'est fait par des outils qui ne sont pas cryptés et qui ne respectent pas les normes imposées par la RGPD et par la Haute Autorité de Santé. Donc via Doctolib, les documents qui sont partagés, ils sont cryptés et anonymisés, que le patient ait un compte Doctolib ou pas. Et donc ça, c'est patient-praticien. Et de praticien à praticien, même chose. La connexion entre les praticiens, elle est anonymisée pour que les praticiens puissent s'envoyer des documents et même échanger à propos d'un patient de manière cryptée, anonymisée. Et d'ailleurs, vous le verrez, je suis sûr, les praticiens qui sont avec nous aujourd'hui le savent et le voient dans leur logiciel. Il y a des outils qui leur permettent aujourd'hui d'envoyer des documents directement aux patients par mail. Et donc, c'est vrai qu'il y a des praticiens qui sont revenus vers nous pour nous dire que en fait, les logiciels permettaient ces choses-là, alors que par mail, aujourd'hui, normalement, la RGPD l'interdit. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé des outils qui sont anonymisés et qui permettent de le faire, puisque, comme vous le savez, les adresses mail, Gmail, Hotmail, Yahoo, etc., sont tous sauf anonymisés et cryptés. Edmond, du coup, en tant que partenaire de cet événement, que faut-il retenir de cette soirée ? Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette soirée ? Personnellement, je pense que il faut savoir utiliser au maximum la puissance qu'apporte la technologie en tant que gain de temps, mais en même temps, pour gagner du temps praticien et du temps assistante. Peut-être aujourd'hui, c'est presque autant le temps assistante que le temps praticien qui est important, on va dire. Mais deuxièmement, il faut savoir équilibrer ça par une relation qui soit une vraie relation thérapeutique, c'est-à-dire une relation dans laquelle il y a une prise en charge complète du patient avec une confiance qui se construit petit à petit et qui passe par une communication que j'appelle juste, du juste milieu. Voilà. Je rajouterais peut-être que l'éducation thérapeutique, demain, pourra également être déléguée, pourquoi pas à l'assistante, mais à une assistante, je dirais, parce que je vous vois arriver, si je fais déjà ça en plus de ce que je fais déjà, d'accord ? Mais de façon à... Parce que je suis convaincu que pour les assistantes, comment dirais-je, elles peuvent faire énormément plus de choses que ce à quoi les cantonne la convention collective. En fait, entre autres, tout ce qui est information sur les traitements. Voilà.
Merci beaucoup. Je profite du coup aussi de cette prise de parole pour vous présenter l'e-book qu'on a co-créé ensemble en tant que partenaire pour accompagner les chirurgiens dentistes dans leur quotidien. Donc le thème de cet e-book qu'on a écrit, c'est dentistes et entrepreneurs, les clés pour bien vous installer. Donc vous y trouverez des chiffres, des outils, des conseils, des retours d'expérience sur ce thème qui est un thème d'actualité. Donc ce contenu a été créé pour vous et avec vous. Donc chirurgien dentiste et assistante dentaire, et on veille justement régulièrement à faire ces contenus avec vous et à répondre du coup à vos attentes, puisque c'est aussi et principalement le but. Donc si vous êtes dans la salle et que vous ne l'avez pas eu, n'hésitez pas à venir le chercher sur nos stands. Sinon, si vous êtes à distance, n'hésitez pas à le télécharger. Vous allez avoir un lien qui apparaît pour le télécharger, donc n'hésitez pas. Voilà, on arrive à ce temps d'échange. Merci à tous. Merci pour votre participation. Merci d'être venus. On est encore une fois ravis de vous retrouver pour cette ADF. On a encore quelques jours à partager ensemble. Et dès la semaine prochaine, le 2 décembre, jeudi prochain, vous aurez la possibilité de retrouver ce replay en ligne. Voilà, si vous souhaitez le partager, si vous avez trouvé ça pertinent, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous.